Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Donc au programme, on va parler de ce que j'ai pensé du 8e tome de la série Charlie Davidson, de IRL, de Witch Hunter, de Marjane, le premier tome, et puis pour finir du tome 3 de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers. Allez, je commence sans plus tarder avec le tome 8 d'une de mes séries d'urban fantasy préférées. Il s'agit de Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones. Ce tome 8 est sorti comme les précédents aux éditions Milady et quant au titre, c'est 8 tombes dans la nuit. Alors, je vous le cache pas plus longtemps, hein, ça a été un beau coup de cœur pour moi. Ça faisait peut-être un an que j'avais pas mis le nez dans les aventures de Charlie Davidson et Dieu sait qu'elle m'a manqué. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a contribué au fait que ce livre a été un coup de cœur. En tout cas, je me suis régalée, mais du début à la fin. Alors c'est vrai que ça commence à être de plus en plus compliqué pour moi de vous donner mon avis sans trop en dire parce que c'est quand même un 8e tome, hein, il y en a 13 en tout, il faut savoir que la série est terminée et ce depuis vraiment pas longtemps. Mais que vous dire d'un 8e tome sans trop vous en dire de l'intrigue. Je me contenterai donc de vous présenter Charlie qui est cette femme moitié détective, moitié faucheuse puisqu'elle a la capacité de voir les esprits donc sous forme de fantômes et elle les fait passer à travers son corps qui est un portail qui mène vers l'au-delà et régulièrement elle résout leurs petits problèmes, elle transmet des messages, elle recherche des personnes disparues pour eux, etc. Bref, elle leur rend moult services et dans ce 8e tome, ce que j'ai adoré, c'est qu'on se retrouve pour deux événements extrêmement festifs, dont évidemment je ne vous dirai rien, mais en tout cas voilà, c'était deux événements attendus et vraiment encore une fois très 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 joyeux. Ce qui m'a énormément plu, c'est qu'à l'occasion de ces deux événements, on va croiser le chemin d'absolument les personnages qui ont marqué les 7 premiers tomes. Que ce soit des personnages qui sont devenus récurrents au fil de la série ou alors que ce soit d'autres qui se sont contentés de faire seulement une ou deux apparitions, on va tous les recroiser et j'ai trouvé ça génial, surtout pour les personnes qui comme moi ne lisent qu'un tome environ de cette série par an. Ça va pas chercher bien loin et c'est vrai que il faut essayer de se rappeler certaines choses et justement ce 8e tome me l'a permis parce que j'ai pu recroiser le chemin de certains personnages en me disant ah oui mais c'est vrai, alors attends, ils se sont rencontrés à telle occasion, Charlie elle avait fait ci ou ça pour lui et voilà, j'ai trouvé ça génial, c'est rempli de bons sentiments. Après je serais d'accord avec les personnes qui ont lu ce livre et qui auraient tendance à penser qu'il ne se passe pas grand chose, que l'action ne se bouscule peut-être pas au portillon, c'est vrai, mais c'est quand même un tome important, un tome qui compte et je dirais même plus, je trouve que c'est un tome qui marque un véritable tournant dans la série. Il y a vraiment eu ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Mon avis sera hélas pas aussi élogieux avec le prochain livre que j'ai lu. Donc il s'agit de IRL d'Agnès Marot. Ce livre est sorti aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Alors c'est un peu une relique de ma pile à lire. Je l'ai lu à la faveur de ma pile à lire automnale participative. Voilà, vous avez choisi d'intégrer ce livre à cette pile à lire, donc je l'ai lu. En ce qui concerne l'histoire, ça partait pourtant bien parce que j'adore le point de départ et je trouve l'histoire follement originale. Donc notre personnage principal s'appelle Chloé, c'est une adolescente qui vit sa petite vie jusqu'au jour où elle va prendre conscience qu'elle n'est pas une personne à part entière, elle est en réalité un personnage de jeu vidéo qui est contrôlé par un joueur dans le monde réel. Donc elle découvre que la ville dans laquelle elle habite n'existe pas vraiment en fait. Elle a été montée de toutes pièces, c'est une sorte de programme. Et ses aventures à elle comme à sa famille, à ses voisins, à ses copains de classe, etc. Sont retransmises dans le monde entier, voilà, sous forme d'une émission de télé-réalité. Donc ça va complètement bouleverser son quotidien, chambouler toutes ses certitudes et Chloé ne va avoir de cesse que de conquérir sa liberté. Alors voilà, moi ce que j'ai aimé, encore une fois, c'est le point de départ et puis les grands messages que l'auteur veut faire passer. Cette histoire a un petit air du film The Truman Show. D'ailleurs, l'auteur ne se cache pas s'en être un petit peu inspiré, hein. Elle cite à la fin du livre toutes ses sources d'inspiration et bien entendu le film figure en bonne place, vous vous en doutez. Est-ce que je suis passée à côté de cette histoire? Je ne sais pas.
C'est vrai que sur Livre Addict, le livre a une moyenne excellente. Les avis sont très très élogieux. Mais moi, je me suis ennuyée. J'ai trouvé que au niveau de l'histoire, on restait trop en surface, que l'auteur ne creusait pas les choses, qu'il y avait bon nombre d'incohérences dans cette histoire, en fait, dans l'intrigue. Beaucoup de choses m'ont fait sourciller. Quant aux personnages, impossible de s'identifier à eux. Je suis restée complètement froide, complètement hermétique face à leur personnalité. J'ai trouvé qu'il y avait des clichés, des facilités scénaristiques, c'est-à-dire que la résolution de l'intrigue, je me suis dit ah oui d'accord, ok, un peu facile tout ça. Voilà, en fait j'ai surtout pointé du doigt les défauts par rapport aux qualités, et puis le temps m'a semblé tellement long pendant que je lisais ce livre. Donc voilà, suis-je passée à côté ou est-ce que c'était tout simplement un livre qui n'était pas fait pour moi? Je l'ignore, mais en ce qui me concerne, je mets la note de 1 sur 5 pour ce roman d'anticipation qui ne restera à mon avis pas plus longtemps dans ma bibliothèque. Je me suis ensuite plongée dans le premier tome de la série Witch Hunter de Virginia Baker, sortie aux éditions PKJ. Je ne sais pas trop s'il s'agit d'une série, d'une trilogie, en tout cas seuls les 2 premiers tomes ont été traduits pour le moment en français. Je sais que le premier tome a eu davantage de succès que sa suite, et je ne sais pas du tout si le tome 3 sera traduit un jour parce que je crois que la traduction du tome 2 remonte un petit peu maintenant. Mais quoi qu'il en soit, j'avais mis ce livre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors vous pouvez voir que j'alterne un peu entre mes livres de pile à lire automnal et du Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais le Charlie Davidson faisait partie de ma pile à lire du Pumpkin. Donc par rapport à cette histoire, on est dans une histoire fantastique sur la sorcellerie. J'étais contente de me lancer à l'assaut de ce livre parce que c'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais en ma possession et puis ça faisait belle lurette que j'avais rien lu sur ce thème-là. Là, on fait la connaissance d'Elisabeth. Donc l'histoire se passe à une époque qui fait un petit peu penser au Moyen-Âge au niveau du contexte, si vous voyez ce que je veux dire. Elisabeth, elle est chasseuse de sorcières et de sorciers d'ailleurs. Mais voilà que, coup de théâtre, Elisabeth est à son tour suspectée de se vouer à des activités de sorcellerie et elle va être emprisonnée dans le but, pareil, d'être condamnée au bûcher. Mais il y a un sorcier d'un certain âge qui s'appelle Nicolas Péréville. C'est d'ailleurs le sorcier le plus recherché du royaume qui va venir la libérer en échange d'un petit service. Donc voilà qu'elle va devoir travailler pour les sorciers, ses ennemis jurés. Donc ça c'est le point de départ de cette histoire. Alors j'ai adoré la première moitié. C'est-à-dire que j'ai été délicieusement surprise de découvrir une plume de qualité, un langage très agréable à suivre. Donc franchement, au point de vue de la traduction, je n'ai absolument rien à redire. C'est très fluide, c'est très immersif. Mais par contre, arrivé à la moitié de ce livre, j'ai commencé un petit peu à déchanter. C'est la crèche. Oui, allô? Une fois arrivée à la moitié du livre, j'ai trouvé que le scénario prenait un virage très teenager qui m'a profondément déplu. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir assisté à un début assez mature, vraiment très très intéressant au niveau de l'intrigue, et puis voilà qu'on arrivait à des préoccupations somme toute très romantiques, à des personnages principaux et secondaires qui se comportaient voilà, comme des adolescents enamourés, à vouloir essayer de sortir en douce, à aller à des fêtes, etc. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je n'avais pas l'impression de lire la même histoire. Et j'avoue que ça m'a franchement déplu, ce virage là, ce tournant qu'a pris le livre. Et heureusement la fin a un petit peu compensé cette impression dans le sens où j'ai trouvé qu'elle était bien amenée. Et bien j'ai trouvé que la fin de ce premier tome peut se suffire en fait à elle-même dans le sens où ça appelle pas forcément une suite. Alors oui d'accord, le grand méchant court toujours, mais autrement franchement la manière dont ça se termine, on pourrait imaginer s'arrêter là. Donc le fait qu'on s'arrête pas sur un cliffhanger, sur un moment assez dramatique ou quoi que ce soit, eh bien ça me rend pas forcément très curieuse à l'idée de me procurer la suite. Et du coup je me demande si je vais conserver ce livre dans ma bibliothèque ou pas, voilà, je ne sais pas trop. Là en fait je me pose plein de questions à savoir sur qu'est-ce que je revends, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde.
dans le sens où on va déménager dans, je sais pas, un mois peut-être, quelque chose comme ça, au moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup, moi j'ai toujours été, vous le savez je pense, adepte du tri par le vide, voilà, c'est-à-dire que ça me pose pas de cas de conscience de me débarrasser de mes livres, si je sais que je serai pas amenée à les relire un jour, autant qu'ils servent à quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, mon tri est encore plus incisif que d'habitude là en ce moment. Donc voilà, peut-être, alors là je suis en train de réfléchir en même temps que je vous tourne cette vidéo, mais peut-être que je vous ferai une vidéo sur justement ce que j'ai en ma possession et ce que j'ai décidé de garder ou pas au moment où je ferai mes cartons, voilà. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser comme contenu. Parenthèse fermée, en tout cas j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5. Alors je passe au livre Marjane de Marie Pavlenko sorti aux éditions PKJ. Donc en ce qui concerne ce livre, il était dans ma pile à lire automnale et il traînait dans ma pile à lire depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs le tome 2 en ma possession. Et c'est un peu comme le livre dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que je sais pas trop si celui-ci je vais le garder ou pas, je sais pas trop si la suite je vais la lire ou pas. Je suis un petit peu en plein questionnement. Pour vous résumer tout de même cette histoire, donc on est dans un univers fantastique où on a affaire à des créatures qui s'appellent les Nines. Alors les Nines, c'est tout simplement un autre nom pour désigner des vampires qui n'ont pas peur de l'ail, des croix, etc., qui peuvent vivre en plein jour, qui peuvent manger autre chose que du sang, mais qui sont quand même assez dépendants du sang, donc voilà, si ce n'est quelques petits changements par-ci par-là, en gros, on a affaire à des vampires. Et notre héroïne s'appelle donc Marjane, elle va perdre son père dans une espèce d'attentat. Et sa vie va se retrouver complètement chamboulée du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle va devoir partir en exil, prendre la fuite en compagnie de son majordome. Et elle va se réfugier à Paris dans le monde des humains, où elle va avoir affaire à plein de créatures fantastiques dont elle ignorait jusqu'à présent l'existence, comme par exemple les gargouilles, les sirènes, voilà, j'en passe et les meilleurs. Ce qu'il faut noter par rapport à mon avis sur ce premier tome, c'est que je n'ai pas du tout aimé le début. J'ai vraiment été très longue à me sentir immergée dans cet univers, à me sentir attachée à Marjane, intéressée par les autres personnages. Je me demandais un petit peu où est-ce que l'auteur voulait en venir, mais mon intérêt est venu petit à petit se mettre en place. J'ai aimé la mythologie inventée par l'auteur, j'ai aimé le folklore, j'ai aimé le fait qu'on ait des créatures assez étonnantes comme des gargouilles, comme des druides, etc. Bref, c'est pas, si vous voulez, les loups-garous habituels, c'est pas les fantômes habituels, etc. C'est quand même plus recherché que ça, donc ça c'est appréciable. L'histoire est quand même très longue à mettre en place et c'est clairement un tome d'introduction plutôt qu'autre chose auquel on a affaire. C'est vrai que mon intérêt a été un petit peu relancé à la fin de ce premier tome, mais l'est-il suffisamment pour que je me plonge dans le tome 2? Je sais pas trop encore. Peut-être que oui, d'autant que je l'ai en ma possession, ce serait dommage du coup de pas le sortir de ma pile à lire et d'essayer d'avancer pour voir si ça pourrait me plaire encore plus en fait. Mais voilà, c'est un avis un petit peu en demi-teinte que je vous livre aujourd'hui. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Et alors je termine par un livre qui, au moment où je vous tourne cette vidéo, a été ma dernière lecture. Une lecture que j'ai adorée, qui là aussi est issue du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est un livre ensuite que j'ai mis dans ma petite pile à lire, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais de ces livres que je veux absolument lire avant la fin de l'année. Donc c'est le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, sorti aux éditions Bayard. Bon, l'objet livre, je vais pas m'étaler parce que je pense qu'à chaque fois que je vous présente un livre de cette série, on en vient à ça, hein. L'objet livre est magnifique, que ce soit les en-têtes de chapitres, que ce soit voilà, la mise en page incroyable avec toutes ces photographies assez étonnantes que l'on découvre et qui viennent très bien servir l'histoire en parsemant le texte comme ça. Bref, c'est franchement un très très bel objet livre. Et alors, que dire de l'histoire? Ce qui est rigolo, c'est que cette série, plus je la découvre, plus je l'aime. C'est-à-dire que le premier tome était sympathique mais sans plus. J'ai adoré le deuxième tome et j'ai adoré ce troisième tome.
qui a frôlé le coup de cœur mais qui n'en est pas un. Dans cette histoire, on a affaire à un adolescent qui s'appelle Jacob, dont le grand-père vient de mourir, et quand son grand-père était encore en vie, il passait ses journées à raconter des histoires assez loufoques à son petit-fils concernant son passé, concernant sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale et concernant surtout un épisode en particulier de sa vie où il a été envoyé dans un pensionnat sur une île un petit peu au milieu de nulle part, et ce pensionnat était peuplé par, je vous le donne en mille, des enfants particuliers, donc des enfants aux capacités étonnantes. Jacob a longtemps cru que son grand-père affabulait ou devenait sénile, un petit peu au choix, mais au décès de ce dernier, il a commencé à se passer des événements assez étranges et Jacob a bien été obligé de mettre au placard ses idées reçues, et puis il s'est alors rendu compte que le fantastique avait une part importante dans sa vie. J'ai tellement aimé ce livre, donc voilà, c'est un 5 sur 5, hein. Pas un coup de cœur mais un 5 sur 5, ce qui m'a énormément plu. Même si ça faisait longtemps que j'ai lu le tome 2, donc il a fallu au départ que je me remette un petit peu en tête l'histoire parce que je me rappelais plus du tout où est-ce qu'on s'était arrêté à la fin du tome 2, mais il y a quand même quelques rappels, et puis l'écriture est tellement bien, tellement agréable, tellement fluide que finalement c'est assez facile de raccrocher les différents wagons. Voilà, je me suis pas sentie handicapée non plus par le fait que ma lecture du tome 2 commençait franchement à remonter. Les personnages sont toujours aussi attachants, toujours aussi sympathiques, toujours aussi agréables à suivre. On a un nouvel arc narratif qui se dessine dans ce troisième tome que j'ai adoré découvrir, et puis l'histoire se passe surtout dans un lieu très très mal famé qui s'appelle l'Arpent du Diable et qui est un petit peu un endroit idéal pour brosser cette histoire étrange parce que c'est un véritable terrain de jeu, l'Arpent du Diable. Du coup je comprends mieux pourquoi à l'origine cette série devait être une trilogie, dans le sens où quand je suis arrivée à la fin, eh bien on peut se dire que voilà, on peut s'arrêter là, que cette fin se suffit très bien et qu'il n'y a pas forcément besoin d'autres tomes par la suite. Maintenant je sais qu'il y a quelques temps de ça, un 4e tome est sorti. Si jamais vous avez été satisfait mais sans plus du premier tome, s'il vous plaît ne vous arrêtez pas là parce qu'encore une fois ça ne fait que se bonifier avec le temps. Et c'est avec ce livre que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!